Mais le leadership américain, en termes économiques et financiers, s'accompagne également, bien entendu, d'un leadership politique, les Américains s'affirmant très rapidement comme les chefs de file de ce qu'ils appellent le monde libre. En effet, dès 1947, Harry Truman, dans un discours du mois de juin, évoque le fait que le monde se divise en deux parties. D'un côté, ce qu'il appelle le monde libre, le monde des démocraties, et de l'autre, le monde des régimes qu'il qualifie, ou du régime qu'il qualifie de totalitaire, le monde soviétique. L'idée de Truman est alors de lancer une politique qu'on va appeler la politique du containment, c'est-à-dire la volonté d'endiguer le communisme et son expansion à l'échelle mondiale. Et pour lui, l'arme du monde libre, c'est le capitalisme libéral. Et donc, à partir de 1947, suite à ce discours, les États-Unis d'Amérique lancent un vaste plan d'aide à la reconstruction économique des pays européens, le fameux plan Marshall. Ce discours et ce plan Marshall, refusé d'ailleurs, bien entendu, par les pays sous influence de l'Union soviétique, marque l'entrée dans un nouveau monde issu de la Seconde Guerre mondiale, un monde divisé en deux blocs, entre l'Ouest sous influence américaine et un monde de l'Est sous influence soviétique. Ce monde entre alors dans ce qu'on va appeler la guerre froide. Au-delà d'un conflit idéologique entre les deux puissances, les États-Unis d'Amérique d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, au-delà d'un conflit de type économique qui oppose deux modèles différents, d'un côté le capitalisme libéral à l'ouest, de l'autre côté un système communiste à l'est, la guerre froide se caractérise également par des relations internationales très tendues entre les deux puissances qui se traduisent dans les faits par des crises qui vont s'effectuer de manière indirecte par pays interposés. Le premier théâtre de cette opposition est bien entendu la ville de Berlin, coupée en deux, et qui entraîne par exemple dès 1948-1949 une opposition entre les deux puissances. D'un côté, l'URSS de Staline souhaitant mettre fin à l'occupation alliée dans la partie ouest de Berlin et organise pour ce faire un blocus de la ville, blocus qui va permettre d'essayer donc de chasser les populations de l'Ouest et en tout cas les forces alliées. Les Américains répondront avec leurs alliés à ce blocus par l'organisation d'un gigantesque pont aérien, aboutissant par exemple à un atterrissage toutes les minutes, afin de ravitailler la ville. Voyant que le blocus n'aboutit pas, Staline met fin au blocus. Conséquence de cette crise, l'Allemagne se divise en deux parties et bien entendu, dès 1961, la construction du mur de Berlin viendra matérialiser dans la pierre la séparation entre ces deux mondes. À côté de cette crise de Berlin, va s'ouvrir dès 1950-1953 la guerre entre les Coréens du Sud et les Coréens du Nord, les uns au Sud soutenus par les États-Unis d'Amérique, les autres au Nord soutenus par l'Union soviétique, ce qui aboutira là aussi en 1953 à la séparation encore existante entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais cette guerre froide va jusqu'à toucher l'intérieur du continent américain, puisque dans les années 50, sous la houlette d'un sénateur républicain, Joseph McCarthy, va commencer une véritable chasse aux communistes dans l'administration américaine. Cette administration qui va s'emparer pendant pratiquement 5 à 6 ans d'une véritable paranoïa, de ce qu'on va appeler la chasse aux sorcières, où finalement il y a une volonté de traquer le communisme et les traîtres. Cette doctrine va d'ailleurs donner le nom à ce qu'on appelle le macartisme, donc du nom de la personne et du sénateur qui en est à l'origine, Joseph McCarthy, ce qui va conduire par exemple un homme comme Charlie Chaplin à devoir quitter les États-Unis d'Amérique et à se réfugier notamment en Suisse, puisque Chaplin est plus ou moins soupçonné de sympathie avec le monde communiste. Et donc on voit bien ici que la mise en place
de la guerre froide, ce nouvel ordre international qui fait donc des États-Unis le chef de file du monde libre, mais qui fait également des États-Unis la première puissance économique mondiale, la première puissance financière mondiale et le véritable vainqueur de la guerre, entraîne l'affirmation sur la scène internationale de la puissance américaine qui va trouver son apogée dans les années qui suivent, c'est-à-dire entre 1953 et 1973.